Nous sommes le jeudi 23 novembre 2023. Ici Danick Julien et votre bulletin d'information régionale de Portneuf Info, CJSR. La ville de Pont-Rouge réclame la construction d'une école secondaire sur son territoire. Une conférence se tenait à ce sujet. CM Soudure Concept, une entreprise de Saint-Raymond, a inauguré un nouveau bâtiment cette semaine. L'artiste peintre de Saint-Raymond, M. Gino Carrier, était avec nous un peu plus tôt pour parler d'une œuvre à l'effigie de Saint-Raymond. Finalement, Bernard Gaudreault, le préfet de la MRC de Portneuf, a obtenu un 5e mandat de 2 ans pour occuper son poste. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour commencer le bulletin de nouvelles ce soir, nous parlons de l'important incendie qui a touché la municipalité de Lac-Sergent dans la nuit de samedi à dimanche, le 19 novembre. En effet, les pompiers de Saint-Raymond sont intervenus en pleine nuit pour justement un triple incendie, alors que les pompiers de Sainte-Catherine sont également intervenus en renfort. Un premier chalet inhabité a été la proie des flammes, mais en raison de la proximité avec d'autres bâtiments, l'incendie s'est propagé à 2 reprises. 5 personnes étaient dans une résidence louée. Elles ont pu quitter le bâtiment sans blessure. 2 autres étaient dans une seconde résidence. Elles ont également pu quitter les lieux. La Croix-Rouge a pris en charge les sinistrés. Selon un article de Radio-Canada, le maire de Lac-Sergent, M. Yvon Bédard, l'origine pourrait être due à une défectuosité électrique, mais c'est l'enquête qui est en cours qui mettra la lumière sur cette situation. Le conseil municipal de la ville de Pont-Rouge a tenu ce mercredi une conférence de presse pour, encore une fois, demander au gouvernement du Québec des actions pour améliorer l'éducation sur son territoire. En effet, comme le développement de Pont-Rouge est en plein essor, le maire Mario Dupont pèse ses mots. Il faut un agrandissement de l'école primaire Personnage, qui est la 2e école la plus peuplée du Québec, en plus d'avoir la construction d'une école secondaire. Pour ce qui est de l'école primaire, il n'y a plus de place pour agrandir le bâtiment par l'intérieur et avec l'arrivée de nouvelles familles, c'est de plus en plus urgent. On entend pour une première fois M. Mario Dupont. On a quand même près de 1000 élèves ici à Pont-Rouge et ça représente le quart des élèves des 13 établissements du centre de service scolaire de Portneuf. Les 1000 élèves justifient à eux seuls la présence d'une école secondaire à Pont-Rouge qui constitue un bassin d'élèves important. Puis là, si on parle de la clientèle de Donnacana, là, on parle de 1118 élèves dans lesquels provient principalement de Pont-Rouge, Cap-Santé, Neuville et Saint-Basile. La gestion du surnombre et du débordement des classes, à titre d'exemple, récemment, l'augmentation de clientèle d'école primaire Personnage a provoqué une demande d'agrandissement. Puis en 2021, la demande a été faite au ministère de l'Éducation pour autoriser l'agrandissement de l'école. Puis ça, c'est inscrit au PQI. Donc, il était d'accord avec l'agrandissement.
Le nombre considérable d'écoles sont pleines, à craquer. Le projet d'agrandissement a atteint ses limites à telle sorte qu'il n'est plus possible d'agrandir. On a agrandi le maximum qu'on pouvait faire avec les espaces qui étaient présents à l'intérieur. Du côté de l'école secondaire, dans un reportage réalisé par Robert Tremblay ayant été diffusé le 2 novembre dernier, ici même à CJSR, la directrice générale du Centre de services scolaires de Portneuf, Mme Marie-Claude Tardif, avait mentionné que selon les prévisions du gouvernement, seulement 225 élèves seront en manque de place dans Portneuf dans une dizaine d'années pour le secondaire. Selon le maire de Pont-Rouge, ces prédictions ne prennent pas en compte le développement de la ville, alors que les prédictions seraient basées sur la carte d'assurance maladie. Le voici d'ailleurs concernant le développement de Pont-Rouge. Pont-Rouge est en voie de devenir la première ville d'importance au niveau de la MRC de Portneuf. Pont-Rouge est un choix qui permettra aux jeunes d'avoir accès aux infrastructures sportives et culturelles. On parle du centre Jouet-Junot, centre récréatif Jouet-Junot, le complexe Hugues-la-Vallée, la piscine Lynn-Beaumont, puis on parle de la bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin. Puis là, j'en passe. Le choix de la ville de Pont-Rouge s'avère une suite logique aux répartitions des écoles actuelles sur le territoire pour desservir les Portneuvois. On parle déjà de Saint-Raymond, on parle de Donnacana, on parle de Saint-Marc-des-Carrières. Choix logique, ce serait Pont-Rouge le prochain choix. On va parler de croissance de 2019 à 2021. En 2019, il y a eu quand même 79 nouveaux logements qui s'est construits. 2020, 177 nouveaux logements. 2021, 295 nouveaux logements. Jusqu'en 2024, on va avoir 411 nouveaux logements puis le public cible, en fait, c'est les couples et les jeunes familles, puis c'est aussi des familles qui sont en voie de fonder, des couples qui sont en voie de fonder une famille. Le temps de déplacement des jeunes est également à prendre en considération, selon ce qu'a expliqué Mario Dupont. Le voici concernant le temps des transferts. On va vous parler en termes d'impact, c'est quoi ça représente. C'est facile de vous dire que oui, il y a un impact, puis tout ça. On vous a sorti une statistique. Là. On fait juste parler de Pont-Rouge. Supposons qu'on veut aller à Donnacana. Il y a quand même, si on parle des jeunes du centre-ville, ils ont plus ou moins 26 km à faire par jour et ça représente 60 minutes, plus ou moins 60 minutes de trajet. Si c'est des jeunes qui sont en périphérie de Pont-Rouge, ils doivent quand même faire aussi, eux autres, un transfert là-dedans. Ils ont quand même 24,8 km. Ça représente entre plus ou moins 70 minutes à 120 minutes. Il y a quand même un délai d'attente de plus ou moins 50 minutes au niveau des transferts. On va parler de Saint-Raymond parce qu'on a des jeunes aussi qui vont à Saint-Raymond parce que Pont-Rouge, on va partout. Hein? On va autant à Donnacana, Saint-Raymond, on en a des jeunes, puis on en a aussi à Saint-Marc-des-Carrières. Donc, je vous parle juste de Saint-Raymond. Saint-Raymond, si on parle des jeunes partent du centre-ville de Pont-Rouge, on parle d'environ 45,8 km pour un trajet par jour en temps de plus ou moins 70 minutes. Puis si on parle de ceux qui sont en périphérie, eux autres, c'est 55,8 km, puis ils vont faire plus ou moins 130 minutes de trajet d'autobus. Si je m'en vais à Saint-Marc-des-Carrières, bien là, ça va se faire surtout par rapport au centre-ville, mais là, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui viennent de périphérie, ils vont faire un point d'entrée à Pont-Rouge, donc tout le monde est prêt au même endroit, mais ils ont quand même 74,2 km à faire de route, ces jeunes-là, par jour, et c'est plus de 130 minutes à 160 minutes de temps qu'ils ont à faire juste pour le transport. C'est quand même beaucoup de temps que les jeunes passent. Le temps qu'ils sont sur le transport, ils ne peuvent pas faire grand-chose là-dessus, là. En fait, le Centre de services scolaires de Portneuf, ils ont bien dit comme quoi que ce serait important d'avoir un autre développement d'une école pour soulager la pression parce que les écoles sont déjà pleines à craquer. Leur projet, c'est de ragrandir peut-être au niveau de Donnacana, ce que j'ai su avec leur dernière conférence de presse, mais on ne règle pas le problème de nos jeunes qui passent le temps sur la route. Et là, on parle de vieilles écoles il y en a plusieurs qui ont une cinquantaine d'années. Il n'y a rien de mis au bout du jour. Puis on a quand même, dans le comté de Portneuf, beaucoup de jeunes qui vont au niveau du sport-études, puis qu'on n'a pas dans la région. Selon la Ville de Pont-Rouge, les communications avec le gouvernement ne semblent pas aller dans la bonne direction pour le dossier. On se rappelle que le député de Portneuf, Vincent Caron, s'est engagé lors de la dernière campagne électorale pour accompagner la Ville dans ses démarches. Cependant, le maire Mario Dupont s'exaspère de l'absence d'action qui provient de la coalition Avenir Québec. On l'entend pour une dernière fois.
J'aimerais vous dire par rapport au député, il nous a dit qu'il était là pour nous accompagner, mais sur l'autre côté, il ne semble pas avoir le soutien de son parti. Fait que c'est pas parce qu'il n'a pas essayé de nous donner les chances de pouvoir essayer d'avoir la possibilité de rencontrer au niveau du ministère ou au niveau du PM, mais malheureusement, il ne semble pas qu'il ait entendu notre député. Alors, dans un autre dossier bien important, cette semaine, nous parlons de la grève des enseignants. Celle-ci se poursuivait aujourd'hui et pour comprendre mieux le dossier, je me suis entretenu hier, mercredi, avec Isabelle Paulin, la présidente du syndicat de l'enseignement de Portneuf. Voici cette entrevue. Parlons maintenant des grèves qui touchent les enseignants et les enseignantes, oui, dans Portneuf, mais au Québec. Et pour parler de ça, nous avons Isabelle Paulin, présidente du syndicat de l'enseignement de Portneuf. Madame Paulin, bonjour. Bonjour, Monsieur Julien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de cette grève, en fait, qui a débuté mardi. Au moment de faire cette entrevue, nous sommes mercredi. Madame Paulin, combien de personnes sont touchées par la grève des enseignants dans Portneuf, là, en ce moment? Dans Portneuf, on représente environ 650 enseignants, mais s'ajoute à ça, étant donné qu'on est en front commun, les 500 quelques employés de soutien et la soixantaine de professionnels aussi. Là. Fait que c'est vraiment l'ensemble des employés du centre de services scolaires de Portneuf qui est en grève hier, aujourd'hui et qui le seront demain. Alors, oui, une grève de 3 jours. Pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison, dans les médias nationaux, on a beaucoup entendu parler des revendications des enseignants, mais est-ce que vous pouvez nous en faire un court résumé, Mme Paulin, s'il vous plaît? Oui, bien, en fait, les enseignants, nos revendications sont concentrées autour de 3 thèmes. Okay. Le premier, c'est la composition de la classe. Quand on parle de composition de la classe, historiquement, on entendait souvent les syndicats d'enseignants revendiquer des baisses de ratio, diminuer le nombre d'élèves dans la classe. Nous, cette fois-ci, c'est pas une baisse de ratio qu'on demande, c'est sûr que ça va avoir cette conséquence-là quand même, mais ce qu'on veut vraiment, c'est tenir compte du type d'élèves qu'on met dans la classe. Fait que pour nous, avoir une classe, par exemple, en 4e année, d'avoir 26 élèves avec 14 élèves qui ont des besoins particuliers, soit au niveau du comportement, soit au niveau des apprentissages, ça fait que ça devient une classe qui est difficile à gérer. Puis même si Mme Lebel dit qu'il faudrait que ce soit les plus anciens qui prennent ces classes-là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y en a plus suffisamment de classes moins difficiles pour tout le monde. Ça devient difficile pour tout le monde. On a vraiment un enjeu de composition de la classe. Ça, c'est le premier aspect. Et quelle solution vous souhaitez justement pour ce problème-là de composition de classe? En fait, nous, ce qu'on a proposé, c'est il peut y avoir des ajouts de certaines classes spéciales pour des types d'élèves qui ont des plus grands besoins. Et surtout, au moment de former les groupes, de tenir compte de quel type d'élèves qu'on met. Fait que si on mettait plus d'élèves en difficulté, par exemple dans la même classe de 4e année que tout à l'heure, bien, s'il y en avait moins d'élèves, parce qu'il y en a une quinzaine qui ont des besoins particuliers, bien, on va en mettre moins dans la classe. Comme ça, chaque élève dans la classe a le temps d'enseignement qu'il peut y avoir. Parce qu'on parle beaucoup des services aux élèves en difficulté, mais il ne faut pas oublier nos élèves qui sont réguliers, qui sont un peu au-dessus de la moyenne, nos élèves qui sont même performants, qui viennent à être délaissés eux aussi, là. Fait que c'est vraiment pour améliorer l'ensemble des services aux élèves qu'on fait la demande. Là, ben, on le sait que si on met moins d'élèves dans certaines classes, ça demande un ajout de profs, ça demande un ajout de personnel et on sait qu'on est en pénurie. Mais dans notre proposition, on propose au gouvernement un plan de déploiement qui tient compte de cette pénurie-là parce que nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une lumière au bout du tunnel. On veut que nos enseignants aient quelque chose d'écrit dans la convention collective qui fait que ça va s'améliorer. On pense qu'avec ça, ça peut aider à attirer de nouveaux profs et à conserver nos profs en place aussi. Vous me disiez, il y a 2 autres segments là, pour vos revendications. Pouvez-vous là, élaborer un peu là-dessus, s'il vous plaît? Oui. Le deuxième, c'est la tâche. Depuis des années, la tâche des enseignants s'est alourdie, s'est complexifiée. On parle de beaucoup plus de comités, de rencontres, de reddition de comptes, de tâches administratives. Donc, tout ça, on dit, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir du temps pour pouvoir planifier, préparer des activités éducatives intéressantes, évaluer, faire des retours significatifs aux élèves. Donc, diminuer la lourdeur de la tâche pour revenir à l'essentiel qui est enseigner. Ça, c'est autant au niveau du secteur des jeunes qu'au niveau du secteur des adultes, là.
On peut aussi penser, je ne sais pas si ça rentre là-dedans, mais tout ce qui est éducation en ligne et les cours en ligne, ça doit un peu rentrer là-dedans, non? Ben, ça, on en a vécu beaucoup pendant la pandémie, hein, c'est Oui. obligé. Mais actuellement, il n'y a pas de balise dans la convention collective et il n'y a pas de balise non plus dans la loi de l'instruction publique à ce niveau-là. C'est seulement avec des projets pilotes autorisés par le ministère. Mais le ministre Drainville, dans son projet de loi 23, veut venir essayer de rendre ça un peu plus accessible, l'enseignement à distance. Fait que ça fait partie aussi de la problématique, de la complexité d'avoir un employeur, un vis-à-vis qui négocie et qui est aussi le législateur. Parce que l'employeur avait des demandes là-dessus au niveau de la négociation. Puis là, ben, ils les ont enlevées parce que Mme Lebel a demandé de faire le ménage, de prioriser dans Garde 5. Fait qu'ils ont enlevé ces demandes-là. Mais d'un autre côté, on a un ministre qui dépose un projet de loi qui en parle. Fait que ce qu'ils n'ont pas avec la négo, ils essayent de le passer dans un projet de loi. Mais bon, je m'éloigne un petit peu, mais on demande une diminution de la tâche, de la lourdeur de la tâche des enseignants. Et pour le troisième point de vos revendications? C'est au niveau de la rémunération. Bon, c'est sûr que ça, c'est un aspect qu'on entend beaucoup parler en front commun parce que le salaire, l'inflation, ça touche tout le monde. Fait que oui, il y a l'augmentation salariale qui est demandée, notamment pour avoir un mécanisme de protection contre l'inflation. Mais il faut aussi se rappeler que les enseignants, actuellement, on est encore, même s'il y a eu des améliorations à la dernière convention, on est encore en deçà de la moyenne canadienne pour la durée des échelons. Donc, ça prend 13 ans à un enseignant qui a un brevet d'enseignement, 4 ans d'université avant d'atteindre le sommet de l'échelle. Puis, on a aussi une différence au niveau des salaires d'entrée. Actuellement, avec un bac de 4 ans, on commence à 52 000 Fait que ça, c'est quand on travaille à temps plein. Fait que, pour des jeunes enseignants qui débutent, là, le salaire d'entrée pourrait être encore amélioré, même s'il y a eu des améliorations là-dessus à la dernière convention. Donc, c'est à peu près les trois thèmes dont vous vouliez nous parler. S'il y a d'autres irritants là, qui, bon, ils rentrent peut-être pas dans ces thèmes-là, mais qui peut justement là, nuire au travail des enseignants et des enseignantes? Ben, en fait, au quotidien, on essaie de regrouper ça dans des thèmes. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres choses, mais qui sont très techniques. Puis on veut pas endormir la population avec des choses plus techniques. Mais ce qui est le plus frustrant actuellement pour les enseignants puis pour nos porte-paroles aux tables de négociation, c'est d'entendre nos vis-à-vis patronaux parler, par exemple, Mme Lebel qui parle que ce serait l'ancienneté, qu'il faut qu'on revoie l'ancienneté, il faut qu'on revoie l'organisation du travail. Mais les solutions, les demandes qu'ils ont, à notre avis, ce sont des choses qui sont peu applicables et qui auraient peu d'effet. Je vais vous donner un exemple. Processus d'affectation. Actuellement, on le sait que le financement des classes, ça se fait en août. On a des changements, il y a des déménagements. Donc, on attend vraiment à la dernière minute, au début du mois d'août, pour finaliser les classes. Puis là, on peut attribuer les postes réguliers à temps plein, les postes à temps partiel. Fait que c'est sûr que Mme Lebel aimerait ça que ça se fasse au mois de juin. Bon, au mois de juin, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il assume que s'il ouvre des classes, qu'il ne les ferme pas s'il y a des départs, s'il y a des arrivées, en tout cas. Il faut qu'il se donne une marge de manœuvre, puis actuellement, le financement du gouvernement ne le permet pas. Mais même si on affecte les enseignants qu'on a présentement sous la main en juin plutôt qu'en août, ça fait juste donner un mois de plus, un mois et demi de plus pour essayer de trouver un adulte, et là, je cite le ministre Drainville, pour être dans une classe. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a des propositions à mettre en place. Si on améliore la tâche, si on améliore la composition de la classe, ben ça va faire en sorte que nos nouveaux enseignants vont vouloir rester. Nos enseignants d'expérience ne nous poseront pas de questions, qu'est-ce qui va se passer avec leur retraite. Ils vont vouloir rester eux aussi. Donc, le problème, c'est pas de s'affecter plus tôt, c'est d'en avoir plus d'enseignants, parce que là, on est vraiment en pénurie. Ils proposent aussi des aides à la classe. Oui, c'est vrai, on a 3 projets pilotes cette année dans 3 écoles primaires d'aide à la classe. C'est vrai que ça peut être aidant, mais ça n'enlève pas quand même la composition de la classe qu'on voudrait avoir des classes un peu plus homogènes, avec des élèves avec des moins grands besoins, noyés à travers toutes les autres, si on veut. Mais ce qu'ils mettent actuellement sur la table, pour nous, ici, dans Portneuf, ça représenterait à peu près 15 classes pour tout le centre de service. Fait que c'est pas suffisant non plus comme aide. Et la pénurie, ben pas juste pour les profs, hein, elle aussi pour personnel de soutien, personnel professionnel.
Donc, on est rendu à faire la grève parce qu'on n'a pas le choix pour se faire entendre par le gouvernement. Mais il n'y a personne qui était heureux d'être sur des lignes de piquetage hier et aujourd'hui. Tout le monde aurait préféré être dans leur classe avec leurs élèves parce que là, on revoit notre planification, on se demande comment est-ce qu'on... un prof, le hamster vire toujours dans la tête. Hein? Mais quand c'est rendu le seul moyen de se faire entendre, on se dit, si on le fait pas là, c'est pas juste pour nos élèves, c'est pas juste pour nous, c'est pour le futur, c'est pour le système de l'éducation aussi. Madame Pollain, en terminant l'entrevue, deux petites questions. La première, on voit dans les médias qu'il y a certaines écoles qui vont être encore fermées après la journée de grève de jeudi, donc grève illimitée. Est-ce que c'est le cas pour les écoles de Portneuf? Actuellement, ce n'est pas encore déterminé. Nous, on a un mandat de grève générale illimité qui a été quand même voté à 95 %. C'est assez un taux élevé, avec un bon taux de participation là, quand même aux assemblées générales, ce qui fait que ça démontrait que les gens veulent qu'il se passe quelque chose. Ça prend du changement. Et là, on avait le premier exercice, là, on avait fait à peu près 2 heures le 6 novembre le matin. On complète demain un exercice de 3 jours. Le Front commun a demandé l'intervention d'un conciliateur du ministère du Travail. Donc, actuellement, ils sont aux tables de négociation, ils se parlent. Si ça avance, on n'aura pas besoin de se rendre en grève générale illimitée. Parce que l'objectif, c'est pas la grève. L'objectif, c'est d'avoir une entente négociée satisfaisante. Donc, si ça avance, ça se peut ça s'arrête là, que ce soit demain la dernière journée de grève. Les prochaines journées seront cruciales pour nous, mais c'est pas impossible qu'on doive aller à la grève générale illimitée, nous aussi. Isabelle Pollain, présidente du syndicat de l'enseignement de Portneuf, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Bien, merci de nous avoir permis de vous parler aussi. Au retour de la pause, on parle du conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières et du conseil de la MRC de Portneuf. Restez des nôtres. Bonjour, ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir d'animer cet automne l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers différentes épreuves qui semblaient insurmontables. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient témoigner de leur histoire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. N'hésitez pas, appelez-nous 88 337 49 25. À bientôt. L'équipe municipale de Saint-Marc-des-Carrières sonne l'alarme alors que lors de son assemblée de cette semaine, il était question des infrastructures d'eau. En effet, la situation qui met à risque l'infrastructure d'eau de Saint-Marc-des-Carrières n'est toujours pas réglée dans le secteur de la route des Sources. Cette route est située entre la rivière Sainte-Anne et une montagne entre Saint-Gilbert et Saint-Marc-des-Carrières. C'est par là que passe l'eau potable qui approvisionne plus de 3000 personnes. De l'érosion des berges de la rivière Sainte-Anne fait en sorte que la route risque d'être absorbée par la rivière en emportant également l'infrastructure d'eau. Lors d'une entrevue réalisée le 7 septembre dernier, M. Leclerc nous disait que seulement 14 pieds séparaient la rivière de la conduite d'eau. Pour régler la situation, Saint-Marc-des-Carrières veut empierrer le secteur à risque afin de prévenir ce qui pourrait être une catastrophe au niveau de l'eau potable dans la ville. Le gouvernement n'a pas encore agi en ce sens dans le dossier. Voici l'allocution de Marion Leclerc lors du conseil de ville de cette semaine. Nous n'avons toujours pas d'argent concernant l'urgence de protéger l'infrastructure de notre système d'eau potable à Saint-Marc-des-Carrières. Nous demandons depuis 34 mois
que le gouvernement nous aide à sauver l'eau potable de 3200 personnes. Mais non, il faut entrer dans les objectifs de programmes gouvernementaux établis et remplir des formulaires. Cependant, le 14 novembre 2023, le gouvernement provincial informait en grande pompe une subvention entre 5 et 7 millions pour faire venir les Kings de Los Angeles à Québec en un clin d'œil dans un programme appelé Fonds des projets régionaux, FRR. C'est vraiment à n'y rien comprendre. Nous demandons environ 1,2 million. J'aimerais beaucoup que le ministre responsable de la capitale nationale, M. Jonathan Julien, vienne s'asseoir à côté de moi, qu'il nous sorte de son très beau sourire et qu'il annonce le montant demandé pour sauver l'infrastructure d'eau potable de notre municipalité de 3200 personnes. Comme je l'ai déjà dit, la direction municipale ainsi que le conseil municipal de la ville de Saint-Marc-des-Carrières ne sera aucunement responsable de ce qui peut se produire dans les prochains mois. Toujours à Saint-Marc-des-Carrières, le local des jeunes est maintenant rouvert avec une nouvelle image et un nouveau nom. En effet, le local se nomme maintenant le Chalet. Il a été ouvert en octobre lors de l'Halloween. On entend à nouveau Marion Leclerc. Je suis heureux de vous annoncer la réouverture du local des jeunes qui se nomme dorénavant le Chalet. La nouvelle identité visuelle a été choisie par sondage auprès de 95 citoyens et citoyennes qui ont répondu à un sondage en ligne. Le Chalet a été réouvert le 31 octobre 2023 lors de célébrations d'Halloween où plus de 500 personnes, jeunes et moins jeunes, ont visité le local pour connaître les services offerts et pour faire aussi provision des bonbons. Plusieurs améliorations ont été faites à l'intérieur du chalet afin de le rendre plus accueillant. Le concept est un mélange d'ambiance, café étudiant et salon confortable. Des tables, chaises, fauteuils, éclairage tamisé réussissent à créer un espace de qualité dédié aux jeunes de Saint-Marc-des-Carrières. Du côté de la MRC de Portneuf maintenant, mercredi, il y avait le conseil de la MRC et nous avons appris que le mandat du préfet de la MRC, M. Bernard Gaudreau, a été renouvelé alors qu'il était le seul candidat pour le poste. Cela a été annoncé lors du début de la 11e séance de l'année à la MRC de Portneuf. Voici un extrait. Alors, un seul candidat s'est présenté au titre et au poste de préfet, c'est M. Bernard Gaudreau. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer la nomination par acclamation de M. Bernard Gaudreau pour un autre mandat de 2 ans. Je ne les compte plus. Je ne sais pas auquel vous êtes rendu. Cinquième mandat de 2 ans. Félicitations. Merci. Merci beaucoup à vous, chers collègues. Merci, José, et à toute l'équipe. En fait, c'est un privilège de pouvoir travailler en étroite collaboration avec vous. Vous savez que nous avons tous eu, en fait, un projet qui nous anime, c'est de faire rayonner notre région, de s'assurer qu'elle soit positionnée et attractive. Alors, vous êtes tous d'excellents musiciens. J'ai le privilège d'être, en fait, votre chef d'orchestre, mais c'est ensemble que nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. Alors, poursuivons notre excellent travail et puis nous allons nous assurer que la magnifique région de Portneuf soit reconnue à sa juste valeur au niveau de la capitale nationale et de la province. Le maire de Donnacona, Jean-Claude Léveillé, a d'ailleurs été nommé préfet suppléant au cours de cette même séance. Les étudiants de Portneuf au niveau collégial doivent majoritairement migrer vers Québec ou d'autres grands centres pour poursuivre leurs études supérieures. La MRC de Portneuf a obtenu les résultats d'une étude de faisabilité concernant la potentielle implantation d'une instance d'études collégiales sur son territoire. Le préfet de la MRC, Bernard Gaudreau, explique ce qui devait être fait pour savoir si un projet de la sorte pouvait être réalisable sur le territoire. On l'écoute maintenant. Et la première des choses qui devait être faite, c'est de vérifier et de diagnostiquer si nous avions une clientèle admissible qui permettrait à poursuivre la réflexion.
La bonne nouvelle, c'est que Portneuf a cette clientèle-là dans un corpus collégial. On a beaucoup actuellement d'étudiantes et d'étudiants qui migrent vers la capitale nationale pour poursuivre leur cheminement collégial. Mais si on était capable d'avoir une continuité ici même dans Portneuf, on pourrait peut-être même offrir à des gens qui ont quand même certaines limitations, que ce soit au niveau du logement, au niveau du transport, qui ne peuvent prendre la décision de se rendre vers la Ville de Québec pour poursuivre un cheminement scolaire collégial, qui pourraient évidemment le faire de manière plus facile au niveau de Portneuf. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu cette présentation-là qui nous permet de constater qu'on est capable de voir l'implantation d'une formule qui pourrait se représenter à une continuité d'un corpus collégial. Ceci dit, je tiens à rappeler que ce n'est pas nous qui allons décider. Donc, c'est le milieu collégial qui doit évidemment s'approprier ce dossier-là et décider s'il décide ou non de venir implanter soit un campus, soit un centre d'éducation ou autre dans Portneuf. Donc, vous aurez compris qu'on ne souhaite pas recréer un nouveau cégep en part entière, mais bien évidemment la continuité d'un cégep existant qui manifesterait un intérêt de venir s'implanter dans Portneuf. Finalement, la MRC de Portneuf a également adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2024. En effet, la MRC souhaite poursuivre les efforts quant au développement de la région tout en respectant la capacité de payer des municipalités. Voici, encore une fois, le préfet de la MRC, Bernard Gaudreault. Alors, l'année 2024 est une année qui va en fait être différente des années précédentes en termes de budget. Nos mesures budgétaires augmentent. Nous avons en fait de plus en plus de responsabilités, comme vous le savez, qui nous sont déléguées tant par le gouvernement, mais également par des positions politiques qui sont prises, je veux dire, de manière régulière au sein du Conseil des représentants afin qu'on puisse s'assurer qu'on demeure attractif et qu'on puisse se positionner de manière stratégique à l'échelle de la capitale nationale. Concrètement, les prévisions budgétaires 2024 prévoient plus de 8 millions de dollars. Voici les explications de M. Gaudreault. Le budget 2024, en fait, prévoit des prévisions budgétaires qui totalisent 8 337 423. C'est une variation de 4,8 % par rapport au budget précédent. Et même ce budget, nous, en fait, planifions aller puiser 4 48 710 $ à même les quotes-parts au niveau des municipalités. Donc, c'est une augmentation de 600 000 $ approximatif qui est demandée pour l'année 2024 et ça s'explique essentiellement par différentes variations, notamment la mise en place, en fait, d'un coordonnateur des mesures d'urgence qui est avec nous, qui est arrivé avec nous pendant l'année 2023, mais qui va être budgété, évidemment, pour l'année 2024 à temps plein. On avait également des ajustements à faire à différents postes budgétaires, notamment au niveau de la sécurité publique, dans lesquels la MRC est interpellée tout au long de l'année et qu'on savait que les mesures budgétaires, en fait, n'étaient peut-être pas actualisées. Donc, on a profité de l'occasion pour nous mettre à niveau. L'artiste de Saint-Raymond, Gino Carrier, a travaillé dans les dernières années sur un tableau qui représente l'histoire de Saint-Raymond. Son travail est maintenant complété et pour en parler, j'ai réalisé une entrevue avec lui. La voici maintenant. Ici Danick Julien, journaliste. Je suis présentement avec l'artiste de Saint-Raymond, M. Gino Carrier. Bonjour, M. Carrier. Bonjour, M. Julien. Merci d'être des nôtres aujourd'hui et de nous avoir apporté une copie de votre œuvre, La Murale de Saint-Raymond. Une œuvre qui a pris 4 ans de fabrication, de préparation. Moi, ce que je veux savoir d'entrée de jeu, M. Carrier, qu'est-ce qui vous a mené à créer une œuvre comme celle que nous avons derrière nous? En fait, j'ai commencé à travailler beaucoup sur le sujet de Saint-Raymond pendant plusieurs années. J'ai fait une première toile qui s'appelait Saint-Raymond, ST, trait d'union, R, E, accent aigu, M-O-N, et qui était un Saint-Raymond selon la première entente avec les Hurons de Lorette, quand les gens sont venus s'installer ici pour la première fois. Une deuxième murale m'avait été demandée, celle qu'on retrouve chez Home Hardware, une demande de Sophie et Philippe, et que j'ai fait, qui était la même dimension que la dernière que j'ai faite. Mais je voulais faire une œuvre qui soit vue à l'extérieur, surtout. Parce que, bon, je suis bien content que l'œuvre de Sophie et Philippe sont à l'intérieur. La pérennité est assurée, à moins qu'il y ait un feu, à Saint-Raymond, des fois. Mais non, je voulais vraiment que les gens puissent voir l'histoire de Saint-Raymond
on peut dire un peu en raccourci, parce que 100 ans, c'est quand même un petit peu, c'est pas jusqu'à aujourd'hui, puis j'aurais pu illustrer beaucoup de choses après aussi, 1952, pour la rendre plus actuelle. Mais je voulais refaire le début un petit peu, et la première scénarisation était très tranquille, un plan seulement, tout ça. Et après réflexion, j'ai décidé d'appeler un vieil ami, M. Max Gros-Louis. Et avec lui, on a changé des petites choses. On s'est assuré aussi parce que la Ville, à un moment donné, les instances de la Ville m'avaient demandé si je pouvais parler aussi des Hurons qui étaient ici aux premières heures, avant même que l'établissement de la paroisse s'effectue. Et puis, mon ami Max, qui est décédé maintenant, a eu une grande gentillesse en travaillant avec moi sur le côté perfectible de ce que je montrais. Et ça a changé un petit peu après lui aussi, parce que, encore là, c'est encore trop tranquille à mon goût. La version qu'on a ici aujourd'hui est une reproduction du tableau, dans le fond. La maquette, je l'avais remis à la Ville l'année passée. La maquette d'origine. Et puis, le tableau, lui, c'est un tableau qui a été fait pour une vision plus rapprochée. Okay. Parce qu'au départ, la murale devait se voir sur un mur extérieur, ce que la Ville m'avait proposé. Et les dimensions sont assez grandes, là. Oui, si on parle de celle de Sophie et de Philippe, celle-là, c'est 3 panneaux de 4 par 8, puis des excédents là, pour les arbres et tout ça. Celle que j'ai faite dernièrement, c'était la même chose. Encore là, 3 panneaux, l'équivalent de 24 pieds de long par 4 pieds de haut. Et puis, si ça avait été fait comme c'est exposé d'être sur le mur de l'aréna, on aurait eu quelque chose comme 11 pieds par presque 100 pieds de long, là. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais ça m'a permis, pendant presque un an, c'est tout près de 600 heures, de faire un magnifique tableau. Et là, j'ai pu mettre plus de détails, bonifier un peu la présentation. Et quand vous avez commencé, justement, est-ce qu'il y avait des éléments dans votre tableau que vous dites « j'ai vraiment besoin de les inclure ». On peut peut-être penser au train. Est-ce qu'il y a des éléments de votre œuvre qui, dès la première minute, vous avez dit « j'ai besoin de ça dans le tableau ». C'est sûr que, si on m'avait demandé de parler des Hurons qui étaient sur le territoire. Donc, je suis allé au musée pour aller voir un peu si on avait de la documentation sur les habits d'époque. Et Krigoff, qui est un peintre très connu, canadien, lui avait déjà fait un peu l'histoire un peu des panoramas, des scènes de tous les jours, incluant des Hurons, les habillements d'époque. Là, j'étais certain que j'étais vraiment, comme on dit, ça à coche pour représenter. Après ça, si on parle de Saint-Raymond, au début, on sait bien que c'est la chasse, la pêche qui oriente les premières activités. Les colons, eux, faisaient de l'agriculture, donc devaient défricher. Dans ces moments-là, tout était fait à la main avant, on va dire, la période industrielle, c'est-à-dire avant le moteur à vapeur et ces choses-là. Donc, vraiment, tout était fait à la main, le défrichage, le dépierrage des terres. Quand la période industrielle est arrivée, la locomotive s'est installée et c'est devenu un moyen efficace pour pouvoir découvrir sur une plus grande amplitude le territoire, puis aider le développement de la foresterie, ce qui a permis, entre autres, de se rendre jusqu'au lac Saint-Jean aussi. Le train passait chez nous. J'ai parlé, entre autres, de la Beamer numéro 2. C'est une locomotive emblématique de l'époque, là. On la voit au centre. C'est ça qu'on voit ici, là. C'est en plein ça. Puis à l'intérieur, on retrouve le chauffeur, qui est M. Gédéon Bouchard, qui était notre conducteur de train de locomotive au tournant des années 1904, un petit peu plus tard peut-être, 1920. Et puis, parce que j'ai eu des archives de la famille aussi, j'ai fait un livre il y a quelques années sur des archives de cette époque-là, de la Première Guerre mondiale. M. Gédéon Bouchard est revenu de la Première Guerre et on lui a proposé un travail comme chauffeur de locomotive. Alors, c'est lui qui gardait la bête en vie toute la nuit jusqu'au matin pour pouvoir repartir vers Québec avec la clientèle là, qui se déplaçait. Ça, c'était pour les trains de voyageurs, mais il y avait des trains pour la marchandise, pour le bois, pour aller porter jusqu'au lac Saint-Jean là, des différentes marchandises. Hein. Et on voit quand même, il y a le village, on voit plusieurs époques là, au travers de votre œuvre. Oui. Comment vous avez fait pour faire la disposition là, de ces époques-là? Normalement, une lecture se fait de gauche à droite. Ouais. Donc, le début, en principe, on m'avait demandé d'illustrer les Hurons, ce que j'ai fait, une maison longue avec des métiers traditionnels qui sont illustrés, mais une agriculture aussi, les 3 sœurs qui sont là. Puis en même temps,
il fallait parler aussi, à quelque part, des communautés qui ont habité Saint-Raymond, les Irlandais, les Écossais, les Anglais aussi. Mais je ne pouvais pas mettre tout le monde là dans la même chose. Mais ce que j'ai fait, c'est que par les plantes indigènes, j'ai réussi à illustrer les communautés qui étaient ici, qui ont participé au développement de la paroisse. Ensuite de ça, à l'époque, ça se faisait en canot. Hein, avant même que la locomotive arrive, là, tout le partage se faisait à pied et aussi par canot, par rivière et tout ça. Donc, on avait des voyageurs là, qui amenaient les denrées et ces choses-là sur le territoire. Ils ramenaient aussi des denrées du territoire à la jeune Lorette. Ça, c'était le cas. Maintenant, quand la paroisse est édifiée officiellement, c'est au mois de mai que ça s'est fait en 1842. J'ai gravé une pierre spécialement pour le souligner. Ouais. Ça veut dire que c'est le moment où on a des livres de paroisse avec un registre, avec des naissances, des noms de famille et de ceux qui restent ici. Suite à ça, j'ai voulu illustrer une 4 saisons parce que l'histoire se passe aussi par 4 saisons, d'année en année. Évidemment, là, on le voit, là, justement, on voit l'automne ici, l'hiver, vous avez justement... C'est ça. Alors, vous avez un petit peu l'été, début automne, hiver qui s'installe, puis après ça, un début printemps. Des choses particulières à Saint-Raymond, c'est sûr, la gare qui n'existe plus aujourd'hui, mais qu'on avait, une très belle gare d'ailleurs. Les fours à charbon, parce qu'il faut parler de cette époque épique, parce qu'on était la capitale du charbon au Québec à une certaine époque. On a encore un fournisseur, la Feuille d'érable, qu'on connaît à Sainte-Christine, qui produit ce genre de produit-là encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un revenu additionnel de survivance là, pour les familles. Souvent, on donnait la chance aux fermiers d'avoir un four à charbon pour agrémenter puis bonifier la fin des mois quand l'agriculture pendant les belles saisons était plus ou moins bonne. Okay. Ça, c'était intéressant pour ça. Et maintenant, dans la période du printemps, moi, j'ai mis notre fameuse chapelle du Mont-Laura là, pour qu'on puisse s'identifier et se reconnaître dans le paysage. Maintenant, à travers ça aussi, comme je vous ai dit en début d'entrevue, avant même qu'on passe sous les ondes, j'ai triché un petit peu. J'ai mis un CL 215. Mon père adoptif était gardien de tour pour la Laurentian Forest. Et puis, il partait belle saison durant 6 mois de temps, vivre dans les tours. Et c'est de cette façon-là qu'on surveillait le territoire pour les grands feux. On ne voulait pas que le feu finisse par détruire tout l'environnement aussi, puis en même temps détruire le développement économique, hein, parce que le bois, la forêt, c'est un tournant pour nous autres aussi, hein. Alors, j'ai illustré des tours, comme on en avait à l'époque, on n'en a plus aujourd'hui. Le CL 215, c'est cette espèce de tricherie que j'ai voulu montrer qu'aujourd'hui, on est rendu avec ce type de surveillance des territoires, puis de manière qu'on a d'éteindre les feux quand c'est possible. Une chose très, très, très difficile. On a parlé encore dernièrement, l'année passée, on a eu beaucoup de feux sur le territoire aussi. Alors, puis le gouvernement a annoncé qu'il ferait de nouveaux avions, puis investirait là-dedans parce que ça vaut la peine, c'est important. Et en général, ce qu'on voit dans le reste, c'est la faune, la flore, bien entendu. Le tableau est une version bonifiée de la maquette d'origine. Parce que, pourquoi? La maquette d'origine était prévue sur un mur très lointain. C'est-à-dire qu'on l'aurait vu à une certaine distance. Donc, si j'avais mis trop de détails, on les aurait perdus dans l'ensemble, tout ça. Les points forts auraient ressorti comme ils sont là présentement. Mais j'ai fait beaucoup de place pour nos enfants, nos jeunes aussi de Saint-Raymond. De la place pour que les écoles puissent s'éduquer à travers ça, venir voir un peu, faire des recherches peut-être, que ce soit à l'élémentaire ou même au secondaire. Bien entendu, au moment où je vous parle, elle est sur mon mur au rang de la montagne, mais je regarde présentement avec différents commerces qui se semblent être intéressés à avoir des copies dans leur propre commerce. Quand vous dites des copies, on parle exactement comme celle-là qu'on a ici? Oui, c'en est une entre autres. On peut l'avoir de différents formats, okay. Mais c'est en fonction des prix aussi. Ouais. Je travaille avec Steve Beaulieu de Corbeau Publicité, Impression Bourgia. Donc, c'est eux qui me fournissent les différents supports, et moi, je prends une petite commission, pour dire symbolique, là, ouais. Pour m'assurer que, au maximum, l'image, la richesse de l'histoire derrière ce travail-là, qui quand même a pris bon an mal an 4 ans et demi ou à peu près, là, fait en sorte qu'on puisse s'approprier notre propre histoire et en être fiers aussi. Parce qu'on est un peu un point de bascule. On a les jeunes et des moins jeunes qui sont un peu sur le départ d'une certaine génération qui ont connu énormément cette époque-là, sur cette centaine d'années-là, soit par eux-mêmes ou par leurs grands-parents.
Mais on a les jeunes qui deviennent de plus en plus en place dans les commerces et dans les entreprises de Saint-Raymond. Donc, eux aussi vont venir à un moment donné où ils vont trouver ça intéressant de se replonger dans l'histoire de la communauté, là. Monsieur Carrier, c'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Félicitations pour Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au retour de la pause, on parle d'une entreprise en expansion dans le parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond. Restez des nôtres. Bienvenue dans votre SAQ, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà vus. Ah, ben oui. C'est pas la SAQ de Simon. Vivez l'expérience d'une SAQ personnalisée seulement avec Inspire. Vous avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811 option 3. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. Une entreprise de Saint-Raymond qui a débuté ses activités dans l'incubateur d'entreprises de la ville s'est procuré un tout nouveau bâtiment qui constitue un investissement de plus d'1 million de dollars dans le parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond. Il s'agit de l'entreprise CM Soudure Concept qui se spécialise dans le soudage industriel, la sous-traitance, la conception et fabrication de pièces sur mesure, autant en acier, stainless ou même aluminium. Depuis le début de cette entreprise, une dizaine d'emplois ont été créés, alors que la majorité des employés proviennent de Saint-Raymond. Le nouveau bâtiment a une superficie de plancher de 6 000 pieds carrés et permet à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production. Concernant les développements de CM Soudure Concept au sein de l'incubateur d'entreprise de Saint-Raymond, on écoute dès maintenant le président, Sébastien Chabot. En tant que tel, ça a été un tremplin de lancement pour nous autres, vraiment. Là, le fait d'avoir un plus grand local, le fait d'avoir des coûts abordables aussi pour une entreprise qui démarre, puis tu te ramasses avec un loyer faramineux, il faut t'acheter de l'équipement. Tu sais, on part à zéro, on veut pas, au fil du temps, il faut acheter de l'équipement. Puis le fait d'avoir des coûts de location qui sont beaucoup plus faibles que normalement dans d'autres endroits industriels à louer. Le plancher au pied carré était beaucoup plus abordable, ce qui fait que nous autres, ça nous a permis de décoller, d'acheter de l'équipement. C'est sûr, on n'achète pas tout, nous, mais au moins, ça nous permettait d'avoir un lousse pour acheter. Le maire de Saint-Raymond de Portneuf, Claude Duplain, s'est également réjoui de la progression de l'usine. On l'entend maintenant. Quand je regarde l'usine, je dirais progression très vite parce que là, il n'y a pas grand pied carré où il n'y a rien. Comme Richard dit, il y a peut-être un agrandissement bientôt. On va être là pour vous épauler quand vous aurez besoin. Mais grand remerciement à l'organisation du parc industriel, M. Plamondon, qui est président, fait un job extraordinaire. Richard, comme développeur commercial, tu fais un job extraordinaire. Et les conseillers de la ville qui sont ici, je pense que tout le monde, c'est vraiment une symbiose qu'on a créée à Saint-Raymond de travailler ensemble. Notre vision à Saint-Raymond, depuis, je dis souvent, ça fait 2 ans qu'on se prépare une grande vision. Mais il y a 2 choses qui sont importantes, c'est de créer de l'emploi à Saint-Raymond, des emplois qui sont bien rémunérés, et c'est de loger notre monde. Ce sont 2 créneaux sur lesquels il faut travailler en parallèle. Lors de la conférence de presse, M. Richard Saint-Pierre, le commissaire industriel de Saint-Raymond, mentionnait que la Corporation de développement de la ville est toujours disponible pour aider les entrepreneurs à démarrer leurs projets, et ça peut être évidemment dans l'incubateur d'entreprise. Samedi dernier se tenait à Grondines le souper-spectacle organisé par la coopérative de solidarité de Grondines. Charles a rencontré la présidente de la coop, Isabelle Mingui, pour faire le point sur l'avenir du dépanneur coopératif de Grondines. Le 1er novembre 2019, on a été inondés, comme je vous ai dit, à Austin. Puis à ce moment-là, c'était dans la savonnerie. Bon, on a perdu beaucoup d'inventaire. C'est au Centre des Roches de Grondines que s'est produite Marie-Ève Lejour, fondatrice de la savonnerie des Diligences, avec en première partie le groupe Cabouche. Plus d'une
une cinquantaine de personnes ont assisté à la soirée dont l'objectif était d'amasser des fonds au profit de la coop et de son principal projet, le dépanneur Pop Café. Un souper-spectacle, un spectacle d'humour, on va dire ça comme ça, mais en fait plutôt un grand témoignage de résilience et de courage, je dirais. On avait invité une femme d'affaires exceptionnelle qui est venue partager ses expériences de femme d'affaires, ses expériences d'humaine à travers tout ça. On a eu une première partie qui était super dynamique et qui a bien réchauffé la salle, qui était un groupe local qui s'appelle Cabouche. Hier soir, il était deux, Nicolas Salignan et Sylvain Rodrigue. Par manque de bénévoles, le projet du Pop Café vivote. C'est pourquoi on souhaite rapidement voir se concrétiser le projet de dépanneur autonome. C'est un petit dépanneur communautaire, en fait le seul dépanneur du village de Grondines qui survit, qui à l'aide de bénévoles commis uniquement. Pour opérer un dépanneur de manière avec seulement que des bénévoles, c'est un énorme effort. Ça prend des gens. On est ouvert 5 jours, on est ouvert 4 à 5 heures par jour. Pour couvrir toutes ces heures-là au courant de l'année, on a une trentaine de bénévoles là, qui s'impliquent, qui forment des nouveaux bénévoles ou qui font la caisse ou qui font l'inventaire, qui font la comptabilité. C'est tout ça, là, c'est une mini-entreprise. Compter seulement sur le bénévolat, c'est risqué pour un commerce parce que si les gens ne sont pas là parce qu'ils ont d'autres priorités, parce que l'économie a subi des vagues. C'est pour ça qu'on a eu envie et puis qu'on est sur le point de faire fonctionner le Pop autonome qu'on appelle, qui est un dépanneur en libre-service. Les gens vont pouvoir venir se servir eux-mêmes, payer et repartir. Imminemment, l'ouverture du Pop autonome. On teste la machine. On verra ce que ça donne. On a confiance dans le projet. C'est un beau programme. C'est cet après-midi que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, s'est rendue à la Maison des générations de Cap-Santé pour un rendez-vous d'information sur le tourisme dans Portneuf. Environ une centaine d'acteurs touristiques de la région étaient sur les lieux pour discuter de stratégies pour rendre la région encore plus attrayante. Des ateliers ont été proposés aux participants et des suggestions pour le financement et le développement des attraits touristiques ont été présentés. Un 5 à 7 a d'ailleurs eu lieu sur le site du marché de Noël d'antan de Cap-Santé avec les acteurs touristiques. Messieurs Claude Blanchette de Neuville et Jean Mainguy de Rivière-à-Pierre ont été honorés pour leur dévouement exceptionnel par le gouvernement du Québec pour leur implication bénévole en matière de véhicules hors route dans la région de la capitale nationale. La distinction a été attribuée dans la catégorie VTT pour M. Blanchette et motoneige pour M. Mainguy. M. Mainguy a d'ailleurs s'est également distingué en recevant le prix du volet Excellence. Il s'agit d'un hommage particulier qui a été rendu à seulement 2 des 29 lauréats ou lauréates régionaux honorés la semaine dernière. Le prix de ce volet vise notamment à souligner l'apport remarquable de l'engagement bénévole de M. Mainguy ainsi que la portée exceptionnelle de son action. La Ligue d'improvisation Portneuf Alouette a officiellement terminé sa première saison de 10 matchs ce lundi 20 novembre. Les organisateurs de l'événement hebdomadaire se déroulant les lundis se sont réjouis du succès fulgurant de l'activité. En effet, lors des 3 dernières semaines de cette première saison, c'est une moyenne de 70 spectateurs qui ont assisté à ces matchs d'improvisation. La Ligue d'improvisation Portneuf Alouette est bien présente sur les réseaux sociaux et vous pouvez dès maintenant signaler votre désir de joindre les rangs des joueurs. La saison 2 va commencer le 29 janvier 2024 et une 4e équipe sera créée. Pour les affaires policières maintenant, dans la soirée de lundi, vers 21h, un drone a survolé le pénitencier de Donnacona pour effectuer une livraison de stupéfiants. Le contenu de la livraison aurait été récupéré par les employés du pénitencier.
Dans les minutes suivantes, 2 suspects auraient été arrêtés à bord d'un véhicule à proximité par les patrouilleurs du poste de la MRC de Portneuf. Lors de la dernière fin de semaine à Saint-Casimir, il y avait la Belle Veillée, le nouveau festival de musique traditionnelle ayant lieu au Théâtre des Grands Bois. Je me suis entretenu avec Louis Zollman, responsable du dossier au Grand Bois, pour faire un retour sur l'événement. On écoute cette entrevue maintenant. Danick Julien, journaliste, les 17 et 18 novembre dernier, à Saint-Casimir, il y avait la Belle Veillée, un nouveau festival de musique traditionnelle organisé par les Grands Bois et la Satrape. Il y avait plusieurs groupes de musique. Pour en parler, nous avons quelqu'un qui était bien impliqué dans le projet, Chloé Zollman, des Grands Bois de Saint-Casimir. Bonjour, Mme Zollman. Bonjour. Alors, on avait justement plusieurs groupes de musique. On pense au Rêve du Diable. Il y avait Jan Trab le 17 novembre. Il y avait également là, la veillée de danse avec le Grand Char allégorique. Comment ça s'est passé, justement, là, la réception du public avec un retour d'une activité là, traditionnelle comme celle que vous avez faite en fin de semaine passée? Bien, on est très, très heureux de la façon dont ça s'est passé parce que le public a vraiment répondu à notre appel. Le vendredi, il y a eu aux alentours de 150 personnes qui étaient là pour les deux concerts. Et pour la veillée dansante, le samedi, plus d'une centaine de personnes, dont une bonne partie qui étaient sur la piste de danse à suivre le groupe. Et justement, bon, c'était la première édition pour la Belle Veillée. Est-ce qu'avec les résultats que vous avez, là, quand on est proche de la centaine de personnes, est-ce que c'est quelque chose que vous allez vouloir reproduire dans les années suivantes, les années prochaines? Bien, on aimerait beaucoup, mais évidemment, c'est un genre d'événement qui nécessite des soutiens publics. Donc, on va essayer d'aller chercher des subventions pour pouvoir essayer de faire des éditions pour les prochaines années. Et parlez-nous là du côté des artistes. Bon, il y a le Rêve du Diable. Mon collègue Tony était là justement cette soirée-là pour prendre la captation de ça. Est-ce que vous êtes satisfait là, de la programmation pour cette première édition? Oui, vraiment, on est satisfait d'avoir pu accueillir tant des projets un peu moins connus comme Golf Service qui a fait la première partie du Rêve du Diable que des grands noms comme le Rêve du Diable qui a vraiment déchaîné les foules et donné une prestation à la hauteur de ce qu'on attendait. Pareillement, le samedi, le Grand Char allégorique a fait danser le monde de manière extrêmement virtuose. C'est un groupe qui a ce site particulier que le caller fait vraiment partie intégrante du groupe et donc ils sont extrêmement fluides dans leur manière d'amener la danse et de mêler danse et musique. C'était extraordinaire. Et concernant le Théâtre des Grands Bois, est-ce qu'il y a d'autres événements à surveiller là, pour les prochaines semaines? Mais oui, on a une programmation dans la salle, plusieurs artistes qui vont venir, qui vont passer par la salle les prochaines semaines, à commencer par Cain ce jeudi. Puis un peu plus tard en décembre, il va y avoir Matt Olubowski. On a aussi une programmation de cinéma avec des ciné-clubs mensuels. Il y en a eu un hier, il y en aura un autre en décembre. Donc j'invite tout le monde à surveiller nos réseaux sociaux et notre page web pour avoir plus de détails sur tout ça. Alors, Mme Zollman, je vous remercie de nous avoir donné quelques minutes pour faire un retour sur la Belle Veillée de Saint-Casimir qui a eu lieu, je le rappelle, les 17 et 18 novembre dernier. Merci. Merci beaucoup. Le bingo CJSR poursuit se lancer ce dimanche à 18h sur nos ondes. Les cartes sont disponibles chez nos dépositaires habituels. Pour en nommer quelques-uns, il y a le dépanneur Rive à Pont-Rouge, la station-service Ultramar à Saint-Marc et l'alimentation du Plein à Saint-Raymond. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information en ce mois de novembre. Merci à Tony, Luc, Carole, Aubert et Charles pour leur collaboration. Mon nom est Danick Julien. On se laisse avec des images du spectacle du Rêve du Diable présenté à Saint-Casimir la semaine dernière. Je vous rappelle que pendant le temps des fêtes, ce spectacle sera présenté sur les ondes de CJSR. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Tout le monde est parti à danser.